Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, je suis trop heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Au cœur de mon cycle, un épisode en solo où en fait j'ai envie de vous parler en cette semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose, d'aborder ce sujet que je ne connais que trop bien puisque moi j'ai été diagnostiquée avec de l'endométriose en 2017, donc ça commence à remonter, mais surtout j'ai été diagnostiquée suite à l'ablation de mon rein droit. Donc en fait, j'avais des lésions d'endométriose qui bloquaient le rein, qui était déjà fatigué depuis plusieurs années. Et en fait, ça a fini de l'achever, hein, pour... Et donc comme j'avais quand même pas mal de douleurs, notamment au niveau du dos, et puis un organe... En fait, il marchait plus, le rein. Donc voilà, on a pris la décision, après plusieurs années, de l'enlever. Et ça a été quand même assez violent comme diagnostic, surtout que, en fait, à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout, mais pas du tout l'endométriose. C'est-à-dire que je n'en avais jamais entendu parler. Donc là, mon objectif avec cet épisode, c'est d'essayer de vous apporter de l'info et puis, en fait, de vous donner de l'espoir sur tout ça, parce que moi, ça fait plusieurs années que, en fait, l'endométriose en fait, elle est toujours présente parce que je dirais jamais que je suis guérie de l'endométriose dans le sens où c'est quand même une maladie chronique. Mais par contre, j'ai plus du tout de symptômes comme j'ai pu avoir. Faut savoir que j'ai eu mes règles vers 10 ans et que tout de suite, ça a été des règles vraiment douloureuses en fait. J'étais tout le temps couchée, je me rappelle, au lit avec une bouillotte. Parce que en fait j'avais mal quoi, j'avais mal et puis plus je grandissais et puis après j'ai eu d'autres symptômes qui sont apparus. Je pouvais des fois jusqu'à tomber dans les pommes tellement que j'avais mal. Je pouvais en fait avoir des douleurs vraiment très fortes au niveau du bas-ventre. Et bon, j'étais fatiguée. Enfin voilà, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, mais bon, en fait, comme j'ai toujours eu mal, je savais pas. Enfin, je pensais que c'était un peu la norme, même si c'est vrai que j'ai deux sœurs qui en fait étaient pas comme ça, couchées petites en fait, hein, en mode bon voilà, avec quand même des conséquences. L'avantage que j'ai eu et que voilà, je remercie du fond du cœur, c'est vraiment mon entourage, ma famille proche qui en fait m'a toujours cru et m'a toujours soutenue. J'ai jamais entendu des choses du style ah t'es une chochotte, ah c'est dans ta tête, enfin ça jamais. Donc en fait j'ai toujours été soutenue et ça je me rends compte après toutes ces années, parce que maintenant donc, du coup j'ai 37 ans donc voilà, c'est quand même beaucoup d'années qui sont écoulées. Alors, au niveau de l'endométriose, faut savoir que c'est quand même encore, on en parle de plus en plus et c'est génial, mais c'est encore quand même hyper mal connu. J'ai envie de vous parler en fait, de la définition de l'INSERM, hein, parce que c'est pas ma définition de Mathilde Thiésy, évidemment. Donc, je vais vous lire le petit paragraphe un peu comme ça qui définit. Donc, l'endométriose est une maladie gynécologique qui concerne environ une femme sur 10 en âge de procréer. Et elle est liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Donc la muqueuse utérine, en fait, c'est l'endomètre, hein, c'est ce qui part, s'il n'y a pas eu de fécondation, ce qui part au moment des règles.
Différents organes peuvent être touchés. La maladie peut provoquer des douleurs parfois invalidantes, notamment au moment des règles, mais elle peut aussi rester euh, asymptomatique. Ça veut dire qu'il peut ne pas y avoir de symptômes. Dans environ un tiers des cas, elle est par ailleurs associée à une infertilité. Pour améliorer la prise en charge des patients qui en souffrent, les chercheurs tentent de mieux comprendre les mécanismes de cette maladie et ses liens avec l'infertilité. Donc là, on voit très bien, c'est le petit paragraphe que vous trouverez sur l'INSERM si vous avez envie d'aller voir. Moi, je ne veux pas me baser sur cet article. Évidemment, je vais le faire avec mes propres mots, mais par contre, c'est vrai que ça peut quand même donner plein de pistes. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous partager? Donc ça, on a vu au niveau de la définition. Et puis, il faut savoir qu'il y a différents types en fait d'endométriose. Euh, il va y avoir l'endométriose dite eh bien, superficielle. Donc là, ça va être de la présence de tissus d'endomètre qui vont être localisés à la surface en fait du péritoine. Il va y avoir l'endométriose ovarienne, ce qu'on peut aussi en fait appeler les endométriomes, hein, si ça touche au niveau des ovaires. Et puis, il peut y avoir l'endométriose profonde pelvienne. Donc là, c'est quand, en fait, quand ça va être des lésions qui vont être quand même assez profondes. Ça peut toucher eh ben, les ligaments utérins, ça peut toucher l'intestin, ça peut toucher le vagin, la vessie. Euh, Moi, c'était remonté jusqu'au rein. Donc, en fait, voilà, ça peut quand même toucher beaucoup d'endroits. Il y en a aussi qui... Et oui, il y a aussi, j'ai envie de parler quand même de l'endométriose qui est quand même assez rare, mais qui peut toucher au niveau du diaphragme, par exemple. Faut savoir que il peut y avoir des grosses lésions et pas de douleur, et des toutes petites lésions et des très grosses douleurs. Il y a pas de règle en fait par rapport à ça. Il y a des femmes... Et puis, c'est presque en fait chaque cas va être différent en fonction de chaque femme. Donc c'est pour ça que c'est si compliqué à diagnostiquer déjà. Faut savoir que c'est entre 7 et 10 ans pour un diagnostic. Il y a aussi, je pense, le souci de vraiment en fait dire bah, la douleur de la femme, en fait, on s'en fout, hein, c'est pas hyper important. Donc on normalise un petit peu ça alors que bah, c'est absolument scandaleux. Et puis il y a quand même un grand manque de formation au niveau des professionnels de santé. Euh, Parce que c'est au programme eh bien, de médecine depuis pas super longtemps, ce qui est assez fou quand on y pense. Donc voilà, au niveau du diagnostic, après il y a quand même des examens qui sont possibles. Il y a des échos pelviennes, des IRM pelviennes qui vont être spécialisés. Mais là où ça va être hyper important, c'est de le faire dans un centre qui va quand même être bien formé, avec des professionnels bien formés à l'endométriose. Parce que moi, je me rappelle très bien une petite anecdote. Après mon opération du rein, donc on me dit que j'ai de l'endométriose à peu près de partout, hein. Ça a même carrément en fait fait des lésions, enfin, des adhésions entre mes organes, c'est-à-dire que mes organes étaient comme collés les uns entre eux, à cause des lésions qui ont en fait ont réagi aux fluctuations hormonales, hein, parce que c'est ça le souci, et donc c'est pour ça que ça peut faire des douleurs en fait. Et donc, on m'envoie, après donc l'ablation du rein, on me dit, bon, bah voilà, maintenant, il va falloir s'occuper de l'endométriose. Donc déjà, j'ai été très longtemps dans le déni parce que je ne voulais pas en entendre parler. C'est pas possible, je viens de galérer, je sais pas combien d'années, je sais pas combien d'opérations avec mon rein, c'est pas pour maintenant galérer avec l'endométriose. Eh bien si, donc on m'envoie faire une écho pelvienne, si je me rappelle bien, ou même une IRM pelvienne. Et là, je ressors avec les résultats, pas d'endométriose. La blague, alors que évidemment le chirurgien n'avait pas touché aux lésions d'endométriose puisque je venais pour me faire enlever le rein. Donc voilà, ça a été suite aux analyses qu'ils ont fait. Ils ont fait des analyses des lésions parce qu'ils savaient pas ce que c'était pendant l'opération et c'est là qu'ils ont confirmé que c'était l'endométriose. Et donc tout ça pour dire que c'était assez fou de m'entendre dire avec le ventre complètement ouvert, bah oui, il y a plein de lésions, et puis après de faire un examen et de me dire, bah non, il n'y a pas de lésions. Le problème, c'était quoi? C'était que les gens n'étaient pas formés pour, euh, pour lire les résultats comme il faut. Donc imaginez si ça vous arrive en fait, si c'est votre cas, bah, le diagnostic, vous l'aurez jamais, alors que vous savez, vous sentez très bien au fond de vous qu'il y a vraiment un truc qui va pas. Voilà par rapport au diagnostic ce que j'avais envie de vous dire. Ensuite,
Les symptômes les plus courants, alors évidemment d'avoir des douleurs au moment des règles qui vont être hyper invalidantes, type si c'est une jeune fille qui est en âge d'aller à l'école, au lycée ou quoi, elle peut pas y aller, ou elle peut pas aller au boulot, voilà, dans la vie d'adulte. En général, les règles, elles sont quand même plutôt abondantes. Alors irrégulières, je sais pas forcément, mais voilà. Il y a quand même une certaine fatigue chronique, hein, parce qu'en fait, ça demande beaucoup d'énergie au corps. Il peut y avoir un brouillard cérébral comme ça, de pas arriver à bien se concentrer. Et puis les troubles digestifs. Voilà, c'est pas du tout étonnant d'avoir une alternance de diarrhée, constipation, d'avoir des ballonnements, d'avoir des choses vraiment qui passent pas d'un point de vue digestif. Il peut y avoir aussi le fait d'avoir des douleurs pendant les rapports sexuels en fonction de la localisation des lésions. Eh bien, ça peut tout à fait être le cas. Et puis, de l'infertilité, avoir vraiment des difficultés à concevoir un petit bébé si c'est son projet. Et voilà, ça peut aussi être voilà, un des symptômes, ou je sais pas comment dire, mais voilà. Euh, alors, au niveau des causes possibles quand même que j'ai envie d'évoquer, malheureusement, ça va être assez court dans le sens où il n'y a pas tout simplement de choses, de consensus médical par rapport à ça. Il y a des théories, des espèces de théories qui existent. Après, il y a quand même des choses, je pense, ça le mérite évidemment d'en parler. En général, je dis bien en général parce que c'est pas, des fois c'est pas toujours le cas, mais il y a un excès d'œstrogène par rapport à la progestérone. Qu'est-ce qui va faire qu'il va y avoir un excès d'œstrogène? Il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir le fait d'avoir une mauvaise détox en fait au niveau du foie. Il peut y avoir le fait d'avoir aussi un microbiote, une flore intestinale qui va être déséquilibrée. Et puis surtout, j'aurais presque dû le dire en numéro un en fait, mais tout ce qui va être perturbateur endocrinien. Ça va comme imiter eh bien, nos rôles, en fait, nos propres hormones, et du coup, il va y avoir une surcharge. Et les perturbateurs endocriniens, je dirais que c'est presque la chose numéro une à aller creuser, quoi. Est-ce que j'utilise beaucoup de choses en plastique, notamment au niveau de ma cuisine? Est-ce que dans tout ce que je mets sur ma peau, les cosmétiques, mon savon, mon shampoing, mon déo, tout ça, est-ce que je mets beaucoup de vernis rempli de toxines? Aller voir un peu vraiment pour mettre des choses naturelles et puis la pilule hormonale qui peut quand même être la pilule qui peut être considérée comme un perturbateur endocrinien, hein, clairement. Bon, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est pas grave. Une autre cause, donc voilà, la première, c'est le fait de peut-être avoir un excès d'œstrogène. Ça peut être vraiment l'inflammation chronique et le fait d'avoir un système immunitaire qui va être un petit peu déréglé en fait, hein. Il peut y avoir vraiment des lésions très inflammatoires qui vont être voilà, au niveau des lésions ou autour des lésions. Il peut y avoir aussi le fait si on mange beaucoup au niveau de l'alimentation, des choses qui vont être pro-inflammatoires. Si on mange typiquement beaucoup de sucre, beaucoup de gluten, beaucoup de fast-food, beaucoup de produits industriels, beaucoup d'additifs en fait au niveau alimentaire, eh bien aussi ça peut clairement, bon, aggraver c'est peut-être un gros mot, mais ouais, ne pas améliorer la situation en tout cas. Aussi, une autre piste que je peux vous suggérer, c'est tout ce qui va être stress et système nerveux déréglé. Euh, voilà, il faut savoir que le cortisol, ça va être une des hormones en fait, enfin, pionnière. S'il y a des très gros dérèglements au niveau du cortisol, eh bien, c'est sûr que le cortisol, ça va impacter l'inflammation. Il y a aussi évidemment l'effet du stress chronique. On s'en rend pas forcément compte, mais on est tellement dans le métro boulot dodo que, évidemment, ça a un impact sur la digestion, ça a un impact direct sur l'équilibre hormonal. Pour rappel, hein, en fait, l'objectif du corps tous les mois, du corps des femmes, c'est d'ovuler et d'avoir une ovulation de qualité. Si le corps il est trop occupé avec du stress, avec des perturbateurs endocriniens, eh ben en fait le corps ça va pas être le bon moment pour ovuler. Donc en fait c'est pour ça que je peux que vous encourager à suivre votre cycle menstruel vraiment de très près, notamment par le biais de la symptothermie. Voilà, il existe quand même des techniques pour en fait s'approprier son cycle et plus le vivre du tout comme une contrainte quoi. Ensuite aussi, quand même, je pense qu'on peut l'évoquer, tout ce qui est un peu trauma émotionnel, quand même, qui va venir dérégler en fait notre système nerveux. On peut quand même aller creuser ça si jamais il y a eu quelque chose voilà, qui s'est passé.
ça peut aussi être une des causes possibles. Évidemment, ce sont que des pistes. Donc le dernier, on en a un petit peu parlé, c'est tout ce qui va être évidemment facteurs environnementaux et toxines. Alors tout ce qui va être les métaux lourds aussi, ça va pas du tout aider. Tout, la pollution, les pesticides, tout ça. Pourquoi? Parce que en fait le foie il va être beaucoup trop sollicité. Il sera pas capable de bien faire, bien faire son job en fait, tout simplement. Donc voilà, je peux que vous inviter à regarder autour de vous, à vraiment prendre quelques instants et se dire, mais en fait, bah ouais, dans quoi je vis? Est-ce que j'ai un filtre pour mon eau? Est-ce que je fais attention à ce que je mets sur ma peau? Est-ce que je fais attention à ce que je mange? Est-ce que c'est bourré de pesticides ou pas? Ça peut déjà être un grand, grand pas. Et encore une fois, ça va être impossible de tout faire en même temps. Là, je vous donne plein, plein de clés. Par exemple, si vous voulez aller plus loin, la présence de métaux lourds, on peut le voir via le test que je propose, le test capillaire, le test HTMA, qui nous donne énormément d'informations donc sur les minéraux. Donc, on en a absolument besoin pour que le corps fonctionne comme il faut, mais aussi sur la présence de métaux lourds. Parce qu'en fait, on est... Et franchement, c'est en général, si le corps est à peu près équilibré, qu'il n'y a pas trop de carences, on voit des métaux lourds qui ressortent sur le premier test qu'on peut faire. Mais en général, le corps, il est tellement occupé, il y a tellement de carences partout que, en général, c'est pas, enfin, voilà, c'est pas anormal d'en voir au niveau des métaux lourds qui ressortent que sur un deuxième ou troisième test. Voilà pour la petite parenthèse. Alors, évidemment, je vais vous donner quelques pistes pour essayer en fait d'avoir la meilleure vie possible, hein, malgré l'endométriose. Moi, je sais que sur mon cheminement donc je vous ai dit tout à l'heure, j'étais dans le déni le plus total pendant plusieurs mois, je dirais. Et puis après, en fait, je me suis dit, après j'ai eu quand même l'étape de la colère, en mode pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est pas possible, blablabla. Je me racontais plein d'histoires, hein. J'étais clairement en mode victime. Et puis après, quand même, je me suis dit, bah, si je veux me sortir de ce mode un peu victime, ça a été tout un cheminement. Là, je vous dis, comme si c'était hyper facile, mais pas du tout. Ça a pris plusieurs mois, plusieurs années, et de se dire, en fait, si moi je me prends pas en main, personne le fera pour moi, quoi. Donc c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser. Notamment, j'ai lu pas mal de bouquins en anglais où des femmes, en fait, qui souffraient d'endométriose, eh bien, n'avaient plus de symptômes. Donc je me suis dit, en fait, si d'autres femmes y arrivent, évidemment que je peux y arriver. Donc là, ça a été comme le début du processus. Après, donc j'ai commencé par des bouquins. Après, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'aller plus loin. La santé, ça commençait à me passionner. Moi qui n'avais pas toujours pris grand, grand soin de, de mon corps sur tous les plans, j'ai envie de dire. Donc voilà, là, j'étais vraiment dans cette démarche. J'avais très envie. Donc c'est pour ça que j'ai fait ma première formation en coach en santé. Donc c'était en 2019. Et en fait, ça a complètement changé ma vie, cette formation. C'est quand même fou qu'on ne nous apprenne pas tout ça à l'école, par le biais des parents, par le biais de la société, en fait, hein. On est quand même, je sais pas, on met pas trop les priorités là où il faut, mais bon, c'est pas grave, ce n'est que mon avis, évidemment. Donc, au niveau de l'approche que... Et puis oui, donc par rapport à cette formation, en fait, là, j'ai commencé vraiment à me rendre compte de l'impact de l'alimentation. Moi qui avais toujours mangé pour dire de manger, sans vraiment, en fait, me préoccuper de ce que je mangeais, là, je commençais vraiment à faire le lien entre l'alimentation, mes symptômes, ce que ça pouvait faire à mon corps. Et donc, là, pour moi, ça a été la porte d'entrée, l'alimentation, hein, vraiment pour déjà aller mieux. Donc, c'est d'ailleurs ce que j'ai envie de vous présenter un petit peu, c'est euh, essayer, tant bien que mal, au moins au début, je dirais, de réduire tout ce qui va être vraiment hyper inflammatoire pour le corps. Donc le sucre raffiné, évidemment, les mauvaises huiles, entre guillemets, les huiles végétales qui vont être raffinées. Le gluten, ça dépend, mais c'est vrai qu'en cas d'endométriose, pourquoi pas essayer quand même pour voir, d'arrêter en fait, hein, pas ad vitam aeternam, mais pendant un petit temps, et puis voir comment on se sent. Et puis, aussi prendre, pourquoi pas réduire les produits laitiers qui vont être vraiment industriels et bourrés d'hormones, mais pourquoi pas essayer soit de mettre en pause, pareil, soit eh bien, prendre des produits en fait de qualité, hein, tout simplement, qui sont pas bourrés d'hormones, quoi. Donc on peut faciliter en fait notre alimentation en favorisant différentes choses. Donc évidemment, pourquoi pas tout ce qui va être oméga 3. Donc là, ça va être les petits poissons gras, les graines de lin, les graines de chia par exemple. Ça peut, voilà, au quotidien, ça peut être super. Prendre des protéines de qualité, que ce soit la viande, les œufs, les poissons.
de bien faire tremper ces légumineuses, voilà, pour que ce soit plus simple d'un point de vue digestif. Et puis surtout, je pense d'avoir vraiment une assiette arc-en-ciel avec des fruits, des légumes colorés qui vont être riches en antioxydants notamment. Et puis aussi privilégier certaines épices, en fait, qui vont être hyper simples à intégrer dans son quotidien, type curcuma, type gingembre et type cannelle. Cannelle, ça va être aussi super pour réguler la glycémie, donc bah, pourquoi pas, quoi, hein, pourquoi s'en priver? Par rapport au foie, alors là, ça dépend. Faut voir comment le foie, dans quel état est le foie. Et ça, c'est aussi un marqueur qu'on peut voir sur le test capillaire que je propose. Bah, l'aider, en fait, hein. Donc, ça peut être soit par le biais de l'alimentation, tout ce qui va être brocoli, chou-fleur, aussi, tout ce qui va être ail, oignon, ça peut aider. Pourquoi pas se faire des tisanes, gingembre, citron, enfin des choses voilà, qui peuvent aider. Puis après, dans les plantes, on retrouve eh bien, le chardon-marie, le pissenlit, le radis noir. Mais là, encore une fois, on va pas faire une détox du foie si on n'est pas sûr. Enfin voilà, faut confirmer quand même que le foie a besoin de soutien, évidemment. Un autre conseil, ça va être bah, tout ce qui va être gérer un peu, à apprendre à voir un petit peu qu'est-ce qui nous déclenche du stress, et puis avoir une boîte à outils hein, qui peut nous aider en fait hein, pour soutenir notre système nerveux. Alors ça peut être des choses toutes simples comme la cohérence cardiaque, ça peut être aller voir quelqu'un qui fait de l'acupuncture, ça peut être des postures de yoga qui vont être en fait hyper spécifiques et qui vont être bénéfiques. Aussi, de prendre des bains au sel d'Epsom, là, ça va être super pour relâcher les tensions musculaires. Et puis en plus, ça va nous apporter du magnésium. Donc pourquoi pas, hein. On va pas dire non. Tout ce qui est évidemment soutien digestif. Bon, bah là, il peut y avoir par le biais de l'alimentation, les bouillons d'os. Voilà, ça peut vraiment être hyper utile. Tous les aliments un peu amers, type roquette. Endive, voilà, ça va aussi être bien. Et puis après, bah, pourquoi pas, mais encore une fois, aller voir comment est la digestion. Là, encore une fois, le test HTMA est magique pour ça, hein, pour nous donner des marqueurs digestifs. Puis si besoin, après, d'aller faire un test plus poussé, bah, c'est aussi une option. Mais voilà, prendre des probiotiques ciblés si besoin, voire même des enzymes digestives, s'il y a vraiment des choses qui sont chroniques. Euh, Après, évidemment, je vais pas vous faire des recommandations ou des suggestions de compléments en fait, hein, parce que ça va être propre à chacune et puis surtout de pas faire n'importe quoi. Moi, j'ai récupéré tellement de femmes en accompagnement qui en fait s'étaient auto-complémentées et ça a fait vraiment des trucs catastrophiques. Donc bon, après, le magnésium, ça peut pas faire de mal, mais encore faut-il prendre une bonne forme de magnésium et des choses de qualité. Après, encore une fois, au niveau des plantes, il peut y avoir le gâtillier qui peut aider à réguler la progestérone. Donc, s'il y a un excès au niveau des œstrogènes, bah, ça peut aider. Mais encore une fois, il faut quand même être sûr qu'il y a un excès d'œstrogène. Euh, le zinc, ça peut être aussi utile, voilà, dans le sens où c'est quand même anti-inflammatoire. Euh, et puis, mais franchement, je peux déjà vous encourager avec l'alimentation, mais des fois, c'est vrai que l'alimentation, ça va pas suffire. Mais voilà. Après, évidemment, d'aller voir aussi le dernier point que j'ai envie d'aborder, c'est un petit peu l'aspect plus déjà. Qu'est-ce que l'endométriose essaye de me dire? Pourquoi j'ai de l'endométriose? Mon corps, il essaye de me faire passer un message. Qu'est-ce qu'il essaye de me dire? Voilà, c'est pas pour rien, quoi. S'il y a des douleurs comme ça, donc d'aller voir un peu, pourquoi pas, la symbolique émotionnelle. Aller creuser, il y a plein de ressources qui sont disponibles par rapport à ça. Donc je peux que vous encourager. Et puis évidemment, aller voir ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, faire des méditations pour vous reconnecter à cette partie de votre corps qui est l'utérus, qui peut vous faire souffrir, de, voilà, encore une fois, suivre votre cycle menstruel. Ça, c'est vraiment plein de pistes. Donc là, je le dis, ça a l'air hyper facile, mais c'est tout un cheminement à faire, évidemment. Euh, donc voilà, si en fait, j'ai aussi envie de faire cet épisode pour vous tout simplement pour vous dire que oui, c'est possible de s'en sortir, oui, c'est possible d'avoir un diagnostic, mais en fait d'aller mieux, quoi, de plus avoir de symptômes, d'apprendre à écouter son corps, d'apprendre à le respecter. Et voilà, moi, ça a plus du tout d'impact sur mon quotidien. J'ai eu mes deux enfants,
on va dire de façon naturelle au moment où on a décidé en fait. Ça n'a pas pris du temps. Donc voilà, il y a vraiment je pense, ce cheminement à avoir et ça sera propre à chacune. Et puis franchement, il y a des personnes qui vont rester toute leur vie dans ce mode un peu victime. Et là, je sais que ça peut être violent ce que je dis, mais c'est vrai. Si on sort pas, si on prend pas un peu de recul en fait, si on se prend pas en main, il y a personne d'autre qui va le faire, quoi. Euh, Tout simplement. Donc j'espère que voilà, évidemment mon intention c'est pas de heurter mais c'est de juste faire un peu bouger quoi parce que les choses parce que parce que voilà, si j'ai réussi, d'autres femmes ont réussi avant, il n'y a pas de raison que vous y arriverez pas quoi, que vous n'y arrivez pas quoi. Donc je peux que vous encourager à reprendre le pouvoir sur votre santé, de voilà mettre en place des choses petit à petit parce que ça va être ça la clé, de mettre des choses en place au quotidien, surtout de vous faire accompagner d'un point de vue évidemment médical, mais aussi pourquoi pas plus un peu fonctionnel, que ce soit je sais pas naturopathe, peu importe en fait, mais que vous soyez bien entouré parce que c'est une maladie dans laquelle on peut se sentir vraiment seul, on peut vraiment avoir honte et en fait c'est pas du tout de votre faute et voilà si vous avez envie de vous en sortir et ben go pour bien vous faire entourer quoi. Et puis surtout de tester, voilà, de pas avoir peur de tester des choses, d'ajuster, de se dire que en fait c'est pas parce que ça a marché sur une femme que ça va forcément marcher sur toi, sur vous. Donc vraiment je peux que vous encourager à avoir de la patience, à avoir de la bienveillance envers vous-même et voilà et de construire en fait votre propre boîte à outils quoi en fait hein, tout simplement. Euh, voilà, j'espère avoir apporté un peu d'infos, de la valeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, j'ai vraiment à cœur en fait d'aider un maximum évidemment de femmes qui souffrent d'endométriose parce que pour être passée par là, évidemment que j'ai absolument pas envie que d'autres femmes subissent ce que moi j'ai vécu en fait, hein, tout simplement. Se faire enlever un rein à cause de lésions qui bloquent, voilà, c'est pas cool du tout. Donc vraiment, je le recommande à personne, en tout cas. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous. J'espère ne rien avoir oublié eh bien dans cet épisode. Et puis de toute façon, ça sera l'occasion d'en refaire un si c'est le cas. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.